Vous étiez à Conakry? Nous étions dehors. J'ai dit qu'après, quand nous avons été invités par la CEDEAO, nous sommes sortis et on n'est plus revenus. C'est quand il y a eu le changement que nous sommes revenus. Pour mettre en place une véritable transition. D'accord. Est-ce que vous avez appris que des militaires supposés avoir pris part activement aux événements avaient été interpellés et conduits au PM3? Non. Vous n'avez pas appris? Je n'étais pas là. Est-ce que vous avez appris que parmi les accusés, il y a un qui s'est déplacé pour aller les libérer de force? Je n'étais pas là. Je ne sais pas. Au cours des débats, vous n'avez pas entendu cela? Ben, franchement, j'ai écouté les récits ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris pourquoi les deux étaient, qu'on avait amenés à la gendarmerie à l'époque. Je n'ai pas bien compris. Posez la question à Toumba qui est venu s'expliquer ici. Il vous donnera des explications. Et à la gendarmerie nationale, il peut venir expliquer pourquoi les deux étaient détenus. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne savais même pas. Je ne connaissais même pas cette histoire-là. Je ne connaissais pas. D'accord. Je n'étais pas au courant. Est-ce que si les deux-là étaient restés sous les mains de la justice, vraiment la vérité n'allait pas éclater avant aujourd'hui dans cette affaire? C'est ce que vous dites, maître. Il s'agit de savoir si les deux étaient des pièces maîtresses du drame du 28 septembre. Mais c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas, je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus ça et je ne les connais même pas. Ces deux personnes-là, je ne les connais pas. Nous n'avons pas parlé. Est-ce qu'une autorité quelconque, un commandant quelconque ou un militaire quelconque avait le droit d'aller faire libérer des militaires qui sont présumés avoir pris part aux événements au stade? Cette question a été posée à Toumba ici, il a répondu, moi je ne réponds pas à sa place. Je dis de façon générale que l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité, il y avait une indiscipline caractérisée au sein de l'armée et ça touchait tout le monde. Mais s'il se trouve que les deux qui ont été libérés là, c'est eux qui vous ont blessé, est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez l'avantage de toute indemnisation? Mais je n'ai pas besoin d'indemnisation, je vous ai déjà dit... De dédommagement? Je vous ai dit que je ne veux pas de dédommagement. Je l'ai dit 1000 fois, je veux que les victimes soient dédommagées. Ma personne ne compte pas. Mais les deux personnes-là, ce n'est pas ces personnes-là qui nous ont frappés. Eux, je ne les ai même pas vus au stade. Pourquoi veux-tu que je dise que c'est eux qui nous ont blessés? Ah, vous ne pouvez même pas les reconnaître, donc vous ne pouvez pas affirmer que ce n'est pas eux qui vous ont porté main sur vous. Mais j'ai vu celui qui m'a frappé de visu. Il était là, devant moi, plusieurs fois. Voilà. Je l'ai vu. Peut-être si les deux qui étaient à la gendarmerie, personne n'était parti les faire libérer de force et qu'on les conduisa ici dans le box des accusés, vous aurez pu vous souvenir. Non, il y avait plusieurs soldats ce jour-là. Les personnes que j'ai remarquées particulièrement, il y a eu Toumba bien sûr, mais celui qui s'est distingué particulièrement dans le molestage dont nous avons été l'objet, c'est Marcel. Il y avait d'autres soldats aussi qui agissaient. Mais celui qui s'est distingué particulièrement et qui parlait et qui a osé sortir une grenade pour faire sortir, pas nous seulement, mais toute la clinique avec les malades et toutes les installations, c'est Marcel. C'est lui que nous avons remarqué. Par exemple, pour ça que j'ai dit son nom. Est-ce que vous en voulez à celui qui a été les libéré? Mais cette histoire-là ne me regarde pas. S'il allait libérer les gens, ça ne me regarde pas, moi. Mais justement, je n'en sais rien, moi. Monsieur le ministre, dans cette salle, le souci qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Pour ne pas qu'un coupable échappe, mais qu'aucun innocent aussi soit condamné. Si cela est, vraiment la justice aurait tout à gagner dans ce procès. Deux personnes sont interpellées, conduites à la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête pour des événements étroitement liés au 28 septembre. On ne peut jamais dire 2 sans dire 3. On ne peut jamais dire 3 sans dire 4. Peut-être à partir des deux, vous ne pensez pas que on pouvait remonter les informations du plus petit au plus grand des participants au stade, Monsieur le ministre? Encore une fois, je vous dis et je vous redis que le tribunal l'appréciera. Cette question a été largement débattue ici devant le tribunal. Quand Toumba est passé ici. Et je pense qu'à partir de
l'apparition de Toumba ici, le tribunal l'appréciera. Ce n'est pas à moi d'apprécier puisque je ne suis pas concerné par cette question. C'est vous qui prononcez son nom. En dehors de lui, est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est comporté de la sorte? Non, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Cette affaire-là a été expliquée au tribunal ici. Moi, je ne savais même pas que ça s'était passé ici. Oui, monsieur le ministre, en dehors de lui, nous sommes dans une république qui a été fait libérer de force 2 personnes. Est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est prononcé, s'est comporté de la sorte? Mais même lui-même, je ne savais pas. C'est au tribunal que moi j'ai appris ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas là. Je ne suis pas ici pour ça. Je ne suis pas là pour parler de cette question, puisque je n'étais pas là. Je ne suis pas concerné. Je ne connais pas. Vous êtes une des victimes? Pardon? Vous êtes une des victimes? Oui, mais la victime, ce n'était pas moi, la gendarmerie là-bas. Et ça, c'est entre eux, je n'étais pas là. Et comment voulez-vous que je me prononce une situation que je ne connais pas? Ce que je rapporte au tribunal, c'est ce que j'ai vu au stade. Et ce qui s'est passé après le stade, jusqu'au moment où nous sommes sortis de la Guinée. Et ce que j'ai vu à travers les viols qui ont été commis sur nos militantes et les personnes qui ont été massacrées, les personnes qui ont été blessées, je parle de cela. Mais je ne parle pas d'autres problèmes que je ne connais pas. Et vous me comprendrez, maître. Monsieur le ministre, les événements se sont produits au stade et dans toute la ville de Conakry. Est-ce que vous savez que le stade faisait partie des ressorts judiciaires du tribunal de première instance de Dixine? Ben, c'est à juste raison qu'on a envoyé ce jugement au tribunal de Dixine, parce que l'infraction étant commise dans la juridiction de Dixine, il est de droit constant que le procès se tienne là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y avait un procureur de la République près de ce tribunal au moment des faits? Maître, je crois fermement que du moment où le gouvernement guinéen, même l'actuel gouvernement, a accepté avec la CPI d'organiser ce procès, je crois que le cadre de cette juridiction, de toute cette histoire a changé complètement. Nous sommes maintenant devant une juridiction qui agit et qui est en train de juger d'une affaire d'une extrême gravité. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin de monter au ciel pour chercher ce qu'on a sur la terre, si ce n'est pas pour découvrir. Le tribunal va nous le montrer, ce qui est à terre. Il y avait un procureur de la République. Quelle est la question? Il y avait un procureur de la République près le TPI de Dixine qui devait conduire les enquêtes avant la CPI, avant le procureur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous avez contribué à fragiliser les institutions judiciaires dans cette affaire? Encore une autre accusation après le complot. Alors, avant que ce procureur-là soit nommé, la CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité. Et donc, ce n'est pas moi qui ai fragilisé. La CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité après le retour de la Commission internationale d'enquête. Monsieur le ministre. Et donc, je n'avais aucun intérêt. Moi, je suis très heureux. J'ai rendu hommage à une juridiction nationale composée de magistrats talentueux, persévérants, d'une grande humilité, d'une grande compétence. Je l'ai salué. Parce que si je ne faisais pas confiance à ce tribunal, je ne serais même pas venu ici. Je serais resté là où j'étais. Je serais resté là-bas. Je suis venu parce que j'ai confiance en cette juridiction nationale. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Mais tout ce que vous appelez là, dites-là. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas ici. Je n'étais pas à Conakry. Vous pesez très lourd. Vous avez un grand poids. Et à l'interne et à l'international. Et sur cette photo, un seul n'a pas été encore Premier ministre dans ce pays. La question, s'il vous plaît. La question est de savoir si vous êtes les premiers à banaliser la commission d'enquête nationale, est-ce que vous n'avez pas contribué à ne pas faire avancer les enquêtes en ce moment? Et c'est nous-mêmes aujourd'hui qui chantons les lois de juridiction nationale. Je suis un partisan pour louer la décision de confier cette affaire à une juridiction nationale qui est devant moi. D'accord. En laquelle j'ai pleinement confiance. Ma dernière question. Donc, en 2009, vous vous étiez trompé alors? Pardon? Vous vous étiez trompé alors? En n'ayant pas confiance et à la Commission nationale
indépendante qui était composée de magistrats intègres et pétris à Une autre l'expérience. question, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que vous êtes trompé? Non, il n'y a pas de juridiction. À l'époque, il y avait une commission nationale qui avait été mise en place. Et je le redis encore, nous ne faisions pas confiance à cette commission nationale pour les raisons que j'ai évoquées et que tout le monde comprend. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Bon, Bob, hein? Oui. On va interrompre l'orthodoxie. Tu vas attendre un peu. Hein? Mon héritier légendaire, mon disciple interviendra après, il aura la prière que je voulais vous faire, M. Fall. Je voulais vous voir assis en me répondant. Avec la permission du président, je vais m'asseoir. Ça dépendra de vous. Oui, je vais m'asseoir. Si le doyen demande, je vais m'asseoir. Je fais des efforts avec mon genou. Merci. Merci. Et quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité, et ce mot c'est merci. Ouais. Tu as allumé ça? On a allumé ça. Oh, toute ma satisfaction avant le cérémonial. Ouais. Qui sera d'ailleurs très court. Allez-y, maître. Je voudrais vous voir dans cette position quand mon disciple interviendra. Vous le promettez? Oui, je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Je n'ai pris la parole que pour vous mettre dans cette position. Je vous en suis gré. Ouais. Mais si on ne parlait pas du fond, le tribunal ne me comprendrait pas, mes confrères ne me comprendraient pas. Et si je ne disais pas un mot aussi, on dirait que j'avais fait fusion avec vous. Question. Est-ce que vous savez que les gens n'aiment pas entendre dans la défense divisée qu'il y a un principal avocat? Je le dirais pour qu'il soit davantage divisé. A dit, a contredit ici le rapport d'enquête. D'ailleurs, enlevé des rideaux, le tribunal en sait que ce rapport n'est pas crédible. On attend toujours la question. C'est une question, je crois que je l'ai mal posée, je crois. Je reprends. La défense que nous ne constituons pas a critiqué le rapport d'enquête internationale. Dès les préliminaires de ce cérémonial. Vous vous en souvenez? Oui, c'est de bonne guerre. Oui. Mais vous voyez encore les gens revenir sur le même rapport pour s'en prévaloir. Est-ce qu'on ne retourne pas au vomitif? Vous ne trouvez pas ça quelque peu contradictoire? Vous critiquez et vous venez soutenir. C'est ce rapport qui est à la base de la saisine de la CPI. Et je crois que ce rapport était fait par des gens très compétents. Et ce rapport-là a été accepté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce rapport qui a été contredit, contrebalancé, irréversé, compromis et anéanti,
qui vient encore être la toile de fond de la défense. Vous pouvez dire un mot? Maître, je crois que j'ai longuement parlé de ça. Je le sais, c'est pourquoi je vous ai dit de vous asseoir. J'en ai longuement parlé depuis le premier jour de ma comparution ici. J'ai fondé mes explications sur l'envoi de cette commission internationale ici. Et quand il y a des crimes de cette ampleur et que les Nations Unies se saisissent d'une pareille question, les Nations Unies vont très 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 loin. C'est bon, hein? Une autre question. Le rapport a servi et je l'ai expliqué 1000 fois. À moins qu'il se taise, bon, je ne peux pas couper la parole d'un tel homme. Question. Est-ce que la Commission nationale d'enquête n'est pas une rébellion à la Commission d'enquête internationale? Je ne veux pas répondre à cette question, franchement, mais ce que je sais, c'est que nous n'avions pas confiance à la Commission nationale. Donc ce n'était pas nécessaire, je crois. En d'autres circonstances, oui. Non, je vais vous parler, je vais faire parler le diplomate. Est-ce que c'était nécessaire? Et si le gouvernement s'était déclaré dès le premier jour, dès le 28 septembre au soir, si le président du CNDD s'était adressé à la nation, s'il avait condamné ce qui venait de se passer, déploré les morts, les viols, s'il avait décidé ce jour-là que la justice allait être saisie de cette question, même pas une commission nationale, la justice, et s'il avait promis que justice serait faite, alors on aurait salué l'action du président du CNDD. En clair, et je vais faire parler le diplomate. Cela n'a pas été fait malheureusement. Est-ce que c'était nécessaire, la commission d'enquête nationale, en présence d'une institution supranationale? Je pense que j'ai donné mon avis sur cette question déjà. C'est lequel? Mais mon avis était que cette commission a été mise en place parce qu'il savait que la communauté nationale s'était saisie de la question. Voilà. Et c'est pour montrer au monde que voilà, nous allons régler ce problème. La parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, voilà, je vais commencer par parler du rapport de la commission d'enquête internationale. Vous avez suivi tout à l'heure la défense du capitaine Dadis en train de se servir de du rapport de cette commission pour contrebalancer ou pour tenter de remettre en cause ce que vous avez déjà dit et qui est irréversible. Et en même temps, alors la même défense s'en prend. La question, s'il vous plaît. Non, Monsieur le Président, la question vient. Je suis en train de construire la question. En même temps, la même défense s'en prend à ces rapports en disant que ces rapports auraient été établis en 10 jours et les membres de cette commission auraient entendu 800 et quelques personnes et des sociétés civiles en 8 jours. Et en fin de compte, alors moi je vous demande, dès lors qu'on n'a pas confiance à un rapport, est-ce qu'on doit se fonder sur les éléments de ces rapports pour remettre en cause ce qui a été dit à cette barre? Ne trouvez-vous pas cette démarche incohérente? Je pense que ce tribunal appréciera toute cette affaire sur la base de leur intime, de son intime conviction. Très bien. Évidemment, ils utiliseront tous les moyens de preuve qui ont été apportés ici. Ils prendront tous les matériaux et c'est sur la base de ces matériaux que le tribunal forgera son intime conviction. Bon. Et il vous a été donné lecture de l'article 7 de l'ordonnance portant création de cette commission d'enquête nationale et indépendante.
Et il ressort de cette lecture qui a été faite ici publiquement que cette commission, ses audiences étaient publiques. Une commission d'enquête. Or, il est de principe connu de tous que les enquêtes se mènent sous le sceau de la confidentialité, que les enquêtes doivent être secrètes. Ne comprenez-vous pas, dans ces conditions, que les femmes qui n'ont pas violé, qui n'ont pas voulu comparaître devant cette commission, étaient légitimement fondées à ne pas le faire, parce que cette commission voulait les exposer. Oui, quand l'autre avocat a parlé de cela, j'ai voulu réagir de la même manière, puisque ces séances, généralement, ce sont des enquêtes. Les enquêtes ne sont pas publiques. Voilà. J'ai voulu réagir, mais j'ai laissé passer. Et ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Très bien. Peut-on faire confiance à des enquêtes qui sont menées devant le public? Bon, je pense que une commission d'enquête fait son travail de façon plus discrète. Voilà. Je continue. Je vais parler de cette commission d'enquête. Vous savez qu'il existe déjà au dossier une ordonnance prise par le président Dadis portant création de cette commission d'enquête et une autre, un décret pris par le même président. Mais tous ces actes datant du même jour, c'est-à-dire du 30 octobre. Est-ce que vous le savez? Bon, j'ai vu dans le dossier. Vous savez, tout cela, moi, je n'étais pas là. Très bien. Et donc, je vous apprends, Monsieur le Premier ministre, que la commission a été créée le 30 octobre et le décret portant nomination des membres de cette commission, ce décret a été également pris à la même date. Alors, est-ce que vous saviez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement que le 3 novembre 2009? C'est ce qui ressort clairement de la lecture de ces rapports en sa page 5. Est-ce que vous le savez? Non, à cette date, nous n'étions pas encore revenus. Nous sommes revenus en janvier 2010. Ok. Nous n'étions pas là. Très bien. Je vous apprends que c'est seulement le 3 novembre 2009 que les membres de cette commission ont prêté serment. Alors, question. Entre le 28 septembre et le 3 novembre, est-ce que vous avez appris, c'est-à-dire entre la mise en place de cette commission et la nomination des membres de cette commission et la date des prestations des serments des membres de la dite commission, avez-vous appris que des enquêtes ont été menées par une quelconque institution judiciaire? Non, on n'a rien appris. Très bien. Et ici, tout à l'heure, lorsque mon éminent confrère vous posait des questions, il vous a demandé, est-ce que vous saviez qu'il y avait un procureur de la République à Dixine? Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, je reviens sur sa question, est-ce que vous savez qu'à la date du 28 septembre, il existait un procureur près le tribunal de première instance de Dixine? Vous le savez? Non, je n'étais pas très au courant de tout cela. Mais vous saviez quand même qu'il y avait un tribunal de première instance? Oui, tout à fait. Et vous saviez aussi que s'il y a un tribunal de première instance, il s'y trouve un procureur de la République. Mais logiquement, je sais qu'il y a toujours ce tribunal de Dixine que je connaissais depuis longtemps. Très bien. Et vous saviez que le procureur de la République a sous sa direction des services de police judiciaire, des gendarmeries, des commissariats de police. Vous le savez? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'à la date de ces événements, tous ces services de police judiciaire n'existaient pas en République de Guinée? Mais tout à fait. Très bien. Est-ce que si le président Dadis ne s'était pas fait passer pour un procureur lui-même, parce qu'il avait lui-même pris en charge cette procédure, il est sorti, il faisait des points de presse et il pointait un doigt accusateur sur vous, les leaders politiques, s'il ne s'était pas comporté ainsi, est-ce que la machine judiciaire n'allait pas
se mettre en marche d'elle-même. Ben, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit tout à l'heure que si dans la soirée même du drame, le 28 septembre 2009, si le président du CNDD s'était adressé à la nation, s'il s'était engagé à ouvrir tout de suite des enquêtes et avait saisi la justice, je pense qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés. Ce qui n'a pas été fait. Très bien. Est-ce que vous savez qu'avant même que les membres de cette commission ne prêtent serment, que le stade, il y a un représentant du ministère public qui l'a dit tout à l'heure, le stade qui a servi des scènes macabres à ces événements malheureux, que ce stade-là avait été nettoyé. Est-ce que vous le savez? Oui, tout le monde sait à Conakry qu'on a nettoyé le stade, on a enlevé les traces de sang, on a enlevé toutes les traces des crimes qui ont été commis là. Et c'était à dessein. Voilà. La Commission internationale d'ailleurs l'a souligné, l'a relevé. Très bien. Est-ce que vous savez que entre ces deux dates également, que des corps ont été restitués sans aucune autopsie, comme s'il n'y avait pas de justice en République de Guinée en ce moment? Oui, normalement, la justice même aurait dû faire un communiqué, au moins faire une déclaration pour déterminer les causes de la mort de ces personnes. Voilà. Ça n'a pas été fait. Très bien. Mais vous voyez, quand ces événements sont arrivés, les leaders victimes que vous êtes, vos militants victimes qu'ils étaient, vous n'avez pas eu droit à des enquêtes. Mais est-ce que vous savez que pendant ce temps, alors il y a eu des enquêtes autour de ce que le président Dadis a appelé la casse des commissariats de police, où vous vous seriez servi des armes pour vous entretuer. Est-ce que vous savez que des enquêtes ont été menées autour de ça? Nous l'avons appris, mais c'était à dessein, c'était pour, disons, nous faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Nous l'avons suffisamment développé au cours de ce procès. Et permettez-moi de vous dire que des enquêtes ont été effectivement menées autour de ça. Et vous avez au dossier de la procédure le rapport de procédure de la direction centrale de la police judiciaire, rapport en date du 3 novembre 2009. 3 novembre 2009. C'est-à-dire, c'était juste le jour même où les membres de la commission ont prêté serment. Mais bien avant ça, les enquêtes ont été menées. Vous avez les procès verbaux qui sont là. Des enquêtes ont été menées. Vous avez un rapport contre les manifestants. Est-ce que vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, c'était une justice à géométrie variable, une justice orientée contre les manifestants? Nous n'en étions pas, il n'y avait aucun doute à notre niveau. Très bien. Aucun doute. Est-ce que de telles attitudes étaient de nature, à vous rassurer, à venir vers la commission d'enquête mise en place par le président Dadis, qui était en train de vous traiter des boulots de ce qui était arrivé au stade du 28 septembre? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté cette commission nationale. Regardez ce que le rapport dit, le rapport établi par la direction centrale dit. Ce rapport vous rendait entièrement responsable de ce qui était arrivé. Ce rapport dit ceci, et en sa page 2. Alors, vous pouvez aisément lire. Le caractère violent de la foule a entraîné 59 morts, 21 cas de vol signalés, 21 cas de vol signalés, 875 blessés, l'incendie de 2 commissariats de police, destruction des moyens de transport, des installations du stade, des moyens de transport des unités d'intervention de la police et autres infractions. Monsieur le ministre, vous voyez que le bilan de ces événements était dressé contre vous et que vous étiez tenu déjà responsable. Est-ce que vous savez que le président Dadis s'est servi de ça lors de son point de presse?
Nous le savions, nous savions très bien que tout était mis en place pour rendre les leaders des forces vives responsables de ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, on a voulu transformer les victimes en bourreaux. Et c'était les officiers qui étaient aux ordres. Et ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas leur honneur du tout. Oui. Regardez à la page 4 de ces rapports, on vous reprochait d'avoir emporté des armes suivantes. 5 armes PMAK avec munitions, 9 armes SKS, 7 armes mousqueton, 8 armes carabine 44, 3 fusils à pompe, 4 cougars, 20 paires de menottes, 4 boucliers. Et que vous vous serez servi de ça pour commettre le massacre du 28 septembre. Comprenez-vous cela? Non, cela est tout à fait ridicule. C'est inimaginable. Nos militants cherchaient plutôt à sauver leur vie. Ils n'avaient même pas un bâton, même une pierre en main. Il n'y a pas eu de jet de pierre quand ils sont venus nous attaquer. Les gens n'ont même pas essayé de se défendre parce qu'on était là où nous étions, il y avait aucun moyen. Mais ça, c'est des montages du gouvernement. C'est des montages. Ok. Alors, vous voyez, et toujours ces rapports établis par la direction centrale de la police judiciaire, dans ces mêmes rapports, alors, il est dit ceci, et c'est la conclusion, la dernière page. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et sécurité CMS et les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation des 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Alors, comprenez-vous, c'est là que vous, on vous accuse de vous être rendu coupable de tout ce qui est mentionné dans ces rapports, qu'on parvienne à mettre main sur ceux qui sont considérés en être les auteurs, les 40 personnes désignées, prétendument désignées être les manifestants violents, qu'on les libère. Est-ce qu'en les libérant, on a voulu que la lumière soit faite sur cette affaire des casses des 2 commissariats? Est-ce qu'on a voulu que la lumière soit faite sur ça? Je considère que ce n'était que des manipulations à dessein. Très bien. Je continue. Est-ce qu'il est du droit d'un président de la République de faire libérer les auteurs des infractions à la loi pénale? C'est à la justice de s'occuper de ces affaires. En le faisant, le président Dadis encourageait oui ou non l'impunité dans cette affaire? Ben, c'est tout comme, ça dit, tout revenait au sommet du CNDD et les autorités judiciaires et autres n'avaient pas de place. Et vous avez le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante qui a eu à relever, entre autres difficultés, ce qui suit, et c'est en sa page 7. Malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la Commission nationale d'enquête indépendante. L'impossibilité pour la CI d'auditionner le président et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba, qui figurait pourtant dans le programme de la CI. Alors, à votre avis, pourquoi ces femmes victimes de viols n'ont pas eu le courage de venir devant cette commission d'enquête
nationale prétendument indépendante. Je crois que vous comprendrez que depuis le début de ce procès, le nombre de femmes qui ont accepté de témoigner, et je salue le tribunal d'avoir pris la sage décision de les entendre à huis clos, et je crois que j'ai clairement dit ici que le nombre de femmes violées est très très élevé et que les femmes, certaines parmi elles, ont préféré garder le silence et endurer le traumatisme, porter le deuil de cette journée. Mais aussi devant cette commission, comme vous dites que cette session a été publique, voilà. Je comprends que les femmes n'étaient pas disposées à venir dans une séance publique comme dans d'autres séances qu'on a vues dans le passé, venir mettre devant le public leur intimité. Et je les comprends, je respecte leur décision. Et la confiance aussi qu'elles avaient en ceux qui devaient les écouter. Elles avaient plutôt peur. Elles sortaient d'un drame. Il y avait le traumatisme qui les guidait. Et je les comprends parfaitement. Voilà. Et tout à l'heure, pour justifier le fait que Dadis n'ait pas été interrogé par cette commission, on vous a fait savoir que les événements du 3 décembre seraient entre-temps survenus. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est président de la République, qu'on mette en place une telle commission et qu'on veut donner la preuve de sa bonne foi, on veut donner la preuve de l'indépendance d'une telle commission, est-ce qu'il ne serait pas indiqué qu'on soit le premier à être entendu? Logiquement. Très bien. Je continue. Permettez-moi de vous donner lecture voilà, du procès verbal des dépositions du général Ibrahima Baldé. Alors, lorsque vous prenez ces procès verbal, et en sa page 2, il est dit ceci: hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche seule, la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Et il poursuit, c'est sur la même page, hier, pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, je pense que vous comprenez à travers cette lecture que c'est ceux qui devraient être déployés ce jour-là, les gendarmes et les policiers, que parmi ceux qui devraient être déployés, planifiés, que les services spéciaux de M. Kebro ne faisaient pas partie. Êtes-vous d'accord avec moi à travers cette lecture? Oui, tout à fait. Très bien. Vous savez, on a eu à vous poser la question ici, ce que je trouve tout à fait normal, et que les militaires des Bérets Rouges ne devraient pas se retrouver au stade du 28 septembre parce qu'ils n'entrent pas dans leur mission d'assurer le maintien d'ordre. On vous a posé cette question ici, je pense que vous vous rappelez. Oui, bien. Oui, tout à fait. Alors, et dans ces conditions, alors,
est-ce que colonel Moussa Keboro et M. Blaise Gomou, qui n'étaient pas planifiés ces jours-là, parce que c'est le chef d'état-major général des forces armées d'alors, dont je viens de vous donner lecture de la déposition. Alors, est-ce que eux aussi, ils devraient se retrouver là-bas puisqu'ils n'étaient pas planifiés? Normalement, non. Très bien. Je poursuis. Je vais toujours vous lire ce même procès verbal des dépositions du général Ibrahim Baldi. Et à la même page, SIR, ça c'est par rapport à la mission qui leur était assignée. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avons des informations selon lesquelles le mouvement qui s'est préparé devrait être général et concernerait les 5 communes de la capitale, plus Dubrika et Koya. Alors, et je crois qu'à travers cela, vous comprenez aisément avec moi que la mission assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement, à défaut de disperser les manifestants. Question que je vais vous poser. Alors, est-ce que vous saviez, et vous l'avez même dit ici, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne disperse pas des manifestants qui sont réunis dans un enclos fermé? Mais tout à fait, mais c'est plutôt les gendarmes ont participé aussi au massacre. Les policiers, les Béros Rouges et les polices, ils ont tous participé au massacre. Et par rapport d'ailleurs à la question de dispersion des manifestants regroupés dans un milieu fermé, vous avez général Mamadouba Toto Kamara, alors qui était le patron de la sécurité au moment des faits, qui a donné son avis. C'est contenu dans son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2003 et qui vous rejoint par rapport à votre position sur la question. Et il dit ceci: lorsqu'une manifestation est organisée dans une enceinte fermée, il n'est pas bon de les disperser dedans. Il est toujours bon de les faire sortir pour assurer le maintien d'ordre. Alors, dans ces conditions, les forces de sécurité, la gendarmerie particulièrement, en optant pour la dispersion des manifestants, vous ne pensez pas qu'elle a adopté une mauvaise stratégie pour le maintien d'ordre? Mais absolument. C'est ce qui nous a plongé dans cette situation. C'est ce qui fut fait malheureusement. Très bien. Alors, je continue et je vais maintenant vous parler du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 4 avril 2011 de M. Jean-Marie Doré. Vous me permettrez de vous en donner lecture parce que ce procès verbal, et quand vous le lisez, il permet de tirer au clair beaucoup de questions soulevées dans cette affaire. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, ok. Très bien. Et je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Monsieur Jean-Marie disait ceci. Vers 11 h, les chefs religieux sont venus et m'ont dit que comme le stade est plein, dites à vos amis
de rompre le rassemblement pour qu'il dise au président qu'il n'y a plus de raison d'envoyer la troupe. J'ai donc quitté chez moi en compagnie de M. Talibé, ancien Premier ministre des Télécommunications, et Youssouf Fofana en direction du stade. Quand nous sommes arrivés à la terrasse, devant la mosquée de l'Andrea, à côté des bureaux de la SEG, face à l'impossibilité de continuer en voiture, je suis descendu. Et aussitôt, la foule qui était là m'a pris en l'air pour m'envoyer au stade, où nous sommes arrivés environ 20 minutes après, à cause de la densité de la foule. Là aussi, il a été impossible d'accéder à la tribune. C'est pourquoi, toujours poussés par la foule, nous sommes ressortis du stade sans que je ne puisse rencontrer mes amis des forces vives. Je ne sais pas si vous suivez très bien, vous comprenez que M. Jean-Marie Doré, qui est venu à votre suite, il a été porté par la foule, qu'il a fait entrer dans un premier temps au stade, la même foule l'a fait ressortir. Et que Jean-Marie, alors au moment où les événements commençaient, il n'était pas dans le stade, il était en dehors du stade. Êtes-vous d'accord avec moi? Et je continue. Jean-Marie dit ceci: hors du stade, j'ai emprunté la porte d'accès au-dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30. Oui, Monsieur le Président. Voilà, je suis désolé vraiment de vous interrompre, mais on va se limiter là. À la reprise, vous allez continuer. Ok, merci Monsieur le Président. L'audience est suspendue.